Alors, je suis très heureux de me retrouver d'abord avec vous, avec des personnes dont certaines sont des amis, mais d'abord des personnes qui aiment l'Europe et qui, chacune à leur manière, la vivent au quotidien, dans leur engagement. Moi, je suis Laurent Gibowski, journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Je m'occupe des questions sociales, un petit peu européennes aussi, mais plutôt sociales quand même, enfin, françaises et européennes, voilà. Et c'est ma 3e ou 4e participation au festival Là-haut sur la colline. Et je remercie beaucoup Michel Petit-Demange pour son amitié et pour la confiance qu'il m'accorde à chaque fois pour ses différentes interventions. Alors nous allons parler d'Europe, Europe citoyenne, Europe fraternelle, chacun avec évidemment sa compétence, son point de vue. Je vais vous présenter rapidement chacun des 4 invités. Il y aura d'autres intervenants tout à l'heure, notamment des responsables associatifs, à qui nous donnerons également la parole. Si je vais à l'extrémité en face de moi, il y a Jérôme Vignon. Jérôme Vignon, ce nom ne vous est sans doute pas étranger, parce que ça fait très longtemps qu'il travaille comme haut fonctionnaire et dans beaucoup d'instances. Il a travaillé avec Jacques Delors, il est d'ailleurs membre de l'Institut Jacques Delors. Il a été l'un des responsables aussi des semaines sociales, pour ceux d'entre vous qui connaissent les semaines sociales. Jérôme Vignon est un intellectuel catholique, engagé bien sûr au niveau de l'Europe, et aujourd'hui il est aussi d'ailleurs président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Merci beaucoup Jérôme Vignon d'être avec nous ce matin. Nous pouvons l'accueillir. À ses côtés, Sébastien Maillard. Alors Sébastien Maillard a été un confrère. Il a travaillé longtemps au journal La Croix, où j'ai moi-même commencé ma carrière, mais bien avant lui, je suis son aîné, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais je crois que ça se voit quand même. Et aujourd'hui, Sébastien Maillard est directeur de l'Institut Jacques Delors. Et à ce titre, évidemment, l'Europe est au cœur de ses préoccupations, de son travail, de son action. Et nous allons pouvoir profiter aussi de ses lumières. Sébastien Maillard, je vous demande de l'applaudir. À ses côtés, Éric Petitgan, qui est lui directeur général adjoint du Crédit Mutuel. Alors, Crédit Mutuel ici, de la région, ou Crédit Mutuel ici de la région, hein, c'est ça, voilà. Alors, vous avez compris que le Crédit Mutuel avait joué un grand rôle dans ce festival, et que sans la confiance de cette banque et sans son soutien, ce festival n'aurait sans doute pas lieu. Je crois que Michel Demange ne me démentira pas, il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes très heureux de l'accueillir, mais aussi parce que la mutualité, le mutualisme a peut-être quelque chose à voir avec l'Europe, et il va nous en parler tout à l'heure, de son point de vue justement d'une banque pas comme les autres, puisqu'il s'agit d'une banque mutuelle. Ça serait peut-être d'ailleurs intéressant de repréciser, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement qu'est-ce que c'est que le mutualisme et quel lien il peut y avoir entre l'Europe et le mutualisme. Voilà. Je vous demande de l'applaudir, donc Éric Petitgan. Et enfin, Dominique Potier. Je crois que c'est vraiment pas la peine que je vous le présente, mais je le fais quand même parce que c'est un homme que j'apprécie énormément. Je l'ai connu il y a quelques années, on a déjeuné dans un petit restaurant près de l'Assemblée nationale. C'est toujours table ouverte avec lui. C'est un homme qui est profondément enraciné, vous le savez, et en plus, il est non seulement enraciné, mais ouvert à l'Europe, ouvert à l'universel. C'est le propre des vrais enracinés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient qu'être enraciné, c'est être replié sur soi-même et être enfermé sur ses certitudes ou sur son petit territoire. Et Dominique Potier, c'est tout le contraire. Il est non seulement très enraciné, mais aussi très ouvert à l'Europe et au monde et à l'avenir de la planète. Et il a lancé un think tank qui s'appelle Esprit Civique, qui organise une université d'automne chaque année au mois d'octobre dans le prestigieux la prestigieuse ancienne abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire, et c'est toujours passionnant les rencontres qui ont lieu là-bas, et je suis très heureux donc de pouvoir le retrouver. Moi, il y a 2 endroits où je rencontre Dominique Potier, c'est pas tellement à Paris, mais c'est plutôt soit à Cluny, soit ici à la colline de Sion. Je vous demande de l'applaudir. Dominique Potier, merci. Alors nous allons commencer tout de suite avec Jérôme Vignon. Nous avons eu l'occasion à quelques-uns, avec Jérôme Vignon et Sébastien Maillard, nous avons pris le train ensemble
Le train avait un peu de retard parce qu'avec la canicule, apparemment, il y a un transformateur qui a brûlé hier, donc ça a un peu désorganisé la SNCF. Mais ça ne nous a pas empêché de voyager ensemble et d'échanger déjà pour préparer un peu cette table ronde. Et j'ai été très intéressé par tout ce que Jérôme Vignon m'a dit sur retrouver, comment dire, la mémoire un peu de qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, qu'est-ce qui fait que l'Europe est plus qu'une nécessité, une aventure, même si elle ne fait pas toujours rêver, et d'ailleurs doit-elle faire rêver? C'est une des questions qu'on se posera. Et il a utilisé le terme d'infusion, j'ai beaucoup aimé cette idée d'infusion, et puis de faire mémoire, voilà. Et pas simplement en rappelant les poncifs, l'Europe de la paix, l'Europe de la concorde, etc. Mais vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin. Et donc, Jérôme, je vous laisse la parole pour que vous nous disiez un peu de quoi faut-il se souvenir quand on parle d'Europe. Merci beaucoup Laurent, et je n'ai presque plus rien à dire, mais quand même, je vais ajouter quelques mots à cette très belle présentation. Puisque je parle le premier, j'ai cet honneur, je vais plutôt insister sur la vision, les conditions, le regard que nous devrions porter sur cette Europe d'aujourd'hui, à partir de son passé, à partir de notre mémoire, pour pouvoir précisément faire vivre une Europe de citoyens, une Europe fraternelle. Alors, vous serez d'accord avec moi que pour être fraternel, pour être frère et sœur, il faut qu'il y ait un père ou une mère. Eh bien justement, le premier regard que je nous invite à porter, c'est de l'Europe comme la mère des démocraties qui composent l'Europe aujourd'hui. Avant d'être des institutions compliquées, l'Europe, depuis longtemps, a engendré les États-nations modernes qui sont fiers d'être des démocraties, mais qui n'auraient jamais été des démocraties avec ce sens, comme l'a rappelé notre slammer, de l'égalité des droits, de l'égalité en dignité, si, au moment de devenir des nations, de se transformer en démocratie, elles n'avaient pas pu, la France, l'Angleterre, la Pologne, les Pays-Bas, toutes les nations européennes, puiser dans le patrimoine commun des valeurs historiques qui ont mûri peu à peu en Europe, soit inspirées par la source chrétienne, soit enrichies par la source des Lumières. Donc quelque part, à la naissance des nations dont nous sommes fiers, y compris de la France, il y a une existence européenne. En ce sens, l'Europe est bien la mère des nations démocratiques. Et ça va plus loin encore. On pourrait dire que tous les grands éléments sociétaux, toutes les caractéristiques un peu singulières de nos différentes nations, j'englobe la France, ne sont pas dus seulement à nous-mêmes. Largement, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, et ce dont nous sommes fiers, nous vient d'un passé européen. Pour prendre un exemple, nous sommes en France très fiers de nos universités. Mais la première université digne de ce nom a été créée à Bologne, en Italie, au XIIIe siècle. Et c'est la diffusion de cette idée d'université universelle, libre, indépendante, qui nous a touchés peu à peu et a fait devenir la Sorbonne. Nous sommes fiers en France aussi de l'indépendance des scientifiques, de l'indépendance entre la science et la société. Mais cela ne nous vient pas de nous, Français. C'est de Oxford, c'est de l'Angleterre que cette première vision de la science et de la société, dans une autonomie mutuelle, dans une liberté, nous est venue. Nous sommes fiers de nos grandes villes, qui ne sont pas des mégalopoles, qui sont ouvertes à la diversité des nations et qui sont jusqu'à maintenant beaucoup moins formées en ghettos, comme ça peut l'être dans les villes américaines ou dans les grandes villes de l'Asie. Cette vision, cette existence cosmopolite de nos villes, nous vient, c'est l'historien Roncaiolo qui nous le rappelle, d'une très vieille tradition européenne, une tradition méditerranéenne, de Marseille, de Naples, de Gênes, qui se sont conçues dès l'origine comme des villes cosmopolites, où toutes les nations, toutes les cultures, toutes les religions pouvaient vivre ensemble dans les mêmes quartiers, et c'est bien encore, même si nous ne l'appliquons pas, l'idéal auquel nous aspirons. Donc ce dont nous sommes fiers, on pourrait tout énoncer, et qu'à juste titre nous attribuons à notre communauté nationale, a quelque part à voir avec une naissance européenne, une contagion européenne. L'intérêt de cette image de la fraternité des nations et de l'Europe comme mère des nations démocratiques, c'est que l'histoire ne se finit pas là. C'est que nous sommes, malgré les apparences, de jeunes nations. Les frères et sœurs de nations que nous sommes n'ont pas fini leur croissance. Nous sommes confrontés à des problèmes nouveaux. Et même, comme nous avons une certaine ancienneté, nous sommes les premiers dans le monde à être confrontés à des problèmes qui sont ceux du monde entier.
Et l'Europe, précisément, celle d'aujourd'hui, celle de Schuman, celle des institutions, est devenue non plus seulement la matrice qui a enfanté les nations, mais elle devient un incubateur qui, par l'enveloppe du droit, des programmes, de la capacité commune de décision qu'elle propose, aide les nations d'aujourd'hui, les nations européennes, à répondre mieux aux défis qui sont devant elles. Nos nations n'ont pas fini de se développer. Elles doivent continuer de grandir. Et je vais citer juste, parce que j'ai encore quelques minutes, 2 exemples qui nous montrent que nous devons encore grandir en tant que nation européenne, mais que cette épreuve du perfectionnement, du mûrissement, nous ne pourrons la franchir qu'avec l'aide de l'Europe. L'Europe qui fut notre mère et qui aujourd'hui nous accompagne. Je sais que parmi nous, il y a des jeunes migrants. Qui ne peut concevoir la force et l'importance de ce défi, pour eux, comme pour nous, de notre avenir commun, dans une perspective migratoire qui est appelée à s'étendre, à se développer. Eh bien, j'en fais le pari, nous ne parviendrons pas à définir un avenir commun, en particulier un avenir commun avec les jeunes Africains, avec toute la créativité, tout le potentiel qu'ils représentent, si nous le faisons simplement en nations séparées. Nations séparées, nous sommes handicapés par notre passé colonial. Mais quand nous nous présentons en tant qu'Européens, ce passé-là ne nous handicape plus. Et nous sommes capables de dire, dans un vrai partenariat, qu'il faut encore concevoir, que l'on peut inventer à l'échelle européenne. Nous pouvons dire aux jeunesses africaines, nous croyons en vous et nous souhaitons que vous aussi, vous croyiez en nous, dans la vieille Europe, car nous avons la possibilité de croire en votre avenir. Un autre exemple qui est ici bien connu et que Dominique Potier cultive avec le territoire, c'est celui de la transformation de la relation entre l'homme et la nature. Pendant longtemps, les Européens ont cru qu'ils pouvaient dominer la nature, qu'elle était juste un objet. Aujourd'hui, ils réalisent qu'il n'en est rien et que dans la relation avec la nature se joue aussi la relation avec l'humanité. Nous sommes pionniers en cette manière parce que nous avons découvert que nous devions respecter la diversité de nos territoires ruraux, que nous devions ménager l'environnement. Nous sommes, de fait, sur le terrain du développement soutenable, des grandes conventions climatiques. Les Européens sont des pionniers. Ils n'ont pas fini de l'être. Ils ont encore à grandir. Juste un dernier exemple. Vous avez entendu parler de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de cette manière aujourd'hui de gaspiller à n'en plus finir les matières premières en sollicitant constamment le renouvellement des biens de manière inutile. Eh bien, c'est le Parlement européen, c'est lui, qui, dans sa sagesse, vient de produire un document qui est appelé un grand retentissement et qui, en puisant dans l'expérience des différentes nations qui luttent contre l'obsolescence programmée, modifie les comportements de consommation, développe la réparabilité des biens, crée de nouveaux emplois à travers la durabilité, le partage, l'économie circulaire. Eh bien, le projet du Parlement européen est probablement le plus avancé que celui qu'aucun autre pays aurait pu produire, parce qu'il emprunte aux meilleurs des Hollandais, des Anglais, des Allemands et aussi même des Français. Ainsi, je vais vous présenter un espoir raisonnable. Oui, l'Europe d'aujourd'hui peut être une Europe qui nous fait grandir, qui nous fait naître et qui nous rend capables d'être fidèles à cet espoir que certains placent en nous. J'ai parlé des jeunes migrants, je pourrais parler aussi du pape François. Oui, l'Europe doit puiser dans sa mémoire la capacité d'être fidèle à ce que l'avenir attend d'elle. Merci beaucoup, merci. Alors, avant de céder la parole à Sébastien Maillard, j'ai oublié de vous préciser, bien sûr, que vous allez pouvoir entrer en interaction avec les intervenants. Donc, dès à présent, quand vous écoutez les uns et les autres, n'hésitez pas, si vous avez un petit papier avec vous, de quoi écrire, posez vos questions ou vos convictions ou vos réactions. Nous essaierons évidemment d'y faire place et on aura tout à l'heure un échange avec chacun des intervenants. Donc n'hésitez pas à prendre l'initiative de le faire et puis on trouvera quelqu'un peut-être tout à l'heure pour les rassembler et les faire remonter ici. Merci en tous les cas, merci beaucoup Jérôme Vignon pour ce plaidoyer et pour ces exemples très concrets on aura l'occasion de revenir sur la question plus précise de l'Europe citoyenne et fraternelle, mais vous y avez déjà un peu répondu. Et je voudrais tout de suite donner la parole à Sébastien Maillard, donc, qui est directeur de l'Institut Jacques Delors, et qui tout à l'heure citait cette phrase. Vous savez que Jacques Delors avait dit qu'il était difficile de tomber amoureux d'un grand marché
quand on réduit l'Europe à n'être qu'un marché. Mais en même temps, Sébastien Maillard, vous nuanciez ce jugement en disant qu'il ne fallait pas non plus refuser forcément l'idée que l'Europe pouvait être un marché, mais vous avez sûrement d'autres choses aussi à nous dire, vous allez pouvoir y revenir. Sébastien Maillard. Merci Laurent, c'est toujours difficile de passer après Jérôme Vignon, mais merci en tout cas aux organisateurs de donner une telle place à l'Institut Jacques Delors, et merci d'abord d'organiser un débat sur l'Europe après les élections européennes. C'est osé, parce que c'est vrai qu'on a tendance à attendre tous les 5 ans qu'il y ait une campagne pour parler plus ou moins bien d'Europe, et là je trouve ça très bien de pouvoir continuer à en parler un mois après, alors qu'effectivement on est au seuil d'une nouvelle législature, au seuil d'une nouvelle mandature, d'une nouvelle Commission européenne, et donc raison de plus de parler d'Europe. Juste une parenthèse, j'en profite pour dire que ces élections européennes ont montré que contrairement aux pronostics ou aux idées reçues, l'Europe intéresse encore et toujours nos concitoyens. Effectivement, ce que la participation en hausse a montré. Moi, ce qui m'a frappé tout à l'heure quand on n'était pas dans le train, mais là, en arrivant ici, on discutait et tout d'un coup, on a entendu l'hymne à la joie. Et on continuait de discuter joyeusement et paisiblement. Et alors que je pense que si la chorale s'était mise à chanter la Marseillaise, je suis sûr que là tout le monde se serait peut-être arrêté et aurait peut-être repris en chœur, parce que la Marseillaise, quand on l'entonne, attention, c'est quand même pas rien. Et je pense que c'est ce décalage qui montre bien, effectivement, et c'est la question que je crois soulève Michel Petit-Demange, pourquoi est-ce qu'avec l'Europe, on n'a pas le même sentiment d'adhésion? Est-ce que cet hymne à la joie, on entend vraiment comme notre hymne européen? Est-ce qu'il y a un patriotisme européen ou non? Cette expression a été employée plusieurs fois pendant la campagne face au nationalisme. Et effectivement, on en est là. Lorsque l'Union européenne reçoit un prix Nobel de la paix comme en 2012, on se demande bien pourquoi, et ça ne nous réjouit pas plus que soi. Donc on n'a pas vraiment de fierté européenne, et lorsqu'on chante l'hymne à la joie, de quelle joie on parle à propos de l'Europe? Est-ce que c'est la joie d'un consommateur européen qui est content parce qu'effectivement il n'a plus de taux de change à payer lorsqu'il change de pays? Est-ce que c'est la joie d'avoir des frais d'itinérance moins chers lorsque on change de pays? Est-ce que c'est la joie pour un agriculteur de recevoir des aides de la PAC? Je ne pense pas que ce soit ça qui fait une joie européenne, en tout cas lorsqu'on parle d'une Europe citoyenne. Vous avez cité à très juste titre effectivement que Jacques Delors aime répéter qu'on ne tombe pas amoureux des marchés intérieurs. Et d'ailleurs je vous rassure, à l'Institut Jacques Delors on n'est pas plus amoureux des marchés intérieurs qu'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est effectivement la joie ne vient pas forcément des mécanismes du marché intérieur qui est le socle de l'Union européenne. Et en même temps, en disant ça, je pense qu'à l'inverse, il ne faut pas mépriser le marché intérieur ou le marché, dire que ça compte pour rien. En fait, si on y pense bien, c'est presque un miracle quotidien, ce marché intérieur. Vous imaginez le degré de confiance qu'il faut y avoir entre nous pour accepter que nos biens circulent comme ça librement, qu'on en reconnaisse mutuellement les qualités, qu'on accepte effectivement qu'on puisse passer d'un pays à l'autre sans même montrer ses papiers d'identité. L'été dernier, j'étais allé jusqu'à Prague en voiture depuis Paris. J'ai jamais été arrêté, mais je me dis mais qu'est-ce qu'on se fait confiance? Alors peut-être que c'est inconscient, et peut-être que d'ailleurs on devrait faire attention. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça. Je voudrais insister sur les valeurs cachées qu'il y a dans ce fonctionnement du marché intérieur. On n'y pense même plus. Je vous donne un exemple d'actualité. Lorsque la Commission européenne dit Alstom et Siemens ne peuvent pas fusionner. Alors ça, effectivement, c'est une décision qui a été très commentée de part et d'autre en France et en Allemagne. On a dit la Commission est aveugle, elle ne voit rien. Je ne parle pas du fond de la décision. Mais imaginez quand même qu'on est dans une Union européenne où les deux plus grands pays, la France et l'Allemagne, acceptent qu'une commission qu'ils ont créée leur dise qu'une fusion n'est pas possible et qu'eux, effectivement, respectent ce choix. Ça montre bien qu'on n'est pas dans des rapports de force, on est dans un régime d'état de droit. Et je pense que ce qui fait un peu la beauté aujourd'hui, ce terme, de l'Union européenne, y compris par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, c'est qu'effectivement on croit aux règles, on croit au multilatéralisme. Le marché intérieur, c'est un marché régulé. Il y a plein de règles, peut-être trop d'ailleurs, peut-être que c'est compliqué, mais en tous les cas, c'est pas un espace sauvage. Et c'est ça, je dirais, qui en fait
je dirais, l'intérêt. Il n'y a pas de quoi en tomber amoureux, on est bien clair. Et je voudrais poursuivre en répondant vraiment à la question, effectivement, comment rendre l'Europe fraternelle et pourquoi, de quoi on peut tomber amoureux, de quoi est-ce qu'on peut être vraiment chanter l'hymne de la joie. Je pense que là, il ne faut pas trop attendre de l'Union européenne en tant que telle. Ce n'est pas la Commission européenne qui va, je dirais, vous rendre l'Europe fraternelle en tant que telle. Je pense que le 9 mai, c'est la fête de l'Europe, j'ai parlé de l'Union européenne, mais le 9 mai, c'est la fête de l'Europe, c'est pas forcément toujours très connu. Plutôt que ce soit une journée porte ouverte pour les institutions européennes et que ce soit une journée un peu officielle, profitons-en pour en faire, et c'est une idée que je lance. Il faut trouver 95 propositions d'ici ce soir, donc autant commencer. Faisons du 9 mai une journée de fraternité européenne. Allons rencontrer l'Européen de votre immeuble, l'Européen de votre voisin européen, et faisons table ensemble. C'est ça la fraternité européenne. Il n'y a pas besoin que la Commission vous demande de le faire, il n'y a pas besoin de directive pour le faire. Donc arrêtons, je crois, c'est d'ailleurs le message de ce festival, n'attendons pas qu'une directive nous rende fraternels. Cela passe avant tout par des échanges entre nous, des jumelages qu'il y a, ça existe depuis longtemps, mais on peut beaucoup plus les valoriser, les voyages qu'on peut en faire. Apprenons à nous connaître beaucoup plus. On se connaît si mal entre Européens. On apprend à se connaître entre Français et Allemands, mais au-delà, on confond encore tous les pays baltes, on se connaît si mal. Et je pense que là, dans l'éducation, dans les voyages que l'on fait, dans les échanges que l'on peut avoir, il y a encore un énorme chemin, et je pense que les pouvoirs publics ont aussi une responsabilité à faire pour que on n'élargisse pas l'Union européenne en catimini. On a l'impression qu'on est 28, que personne en France s'est rendu compte que tout d'un coup on était passé de 12 à 15 à 25 à 27 à 28 sans que forcément on explique cette réconciliation qu'il y a entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc voilà, je pense que rendre l'Europe plus fraternelle, ça passe pas forcément par le truchement des institutions. N'attendons pas tout de Bruxelles ou de la Commission. Ne méprisons pas le marché ou ce qu'elle fait, les directives. Elles sont là pour nous rendre service. Mais l'Europe fraternelle, elle commence avant tout par nous autres citoyens. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous est chargé déjà de référencer, d'inscrire, de commencer à penser aux 95 propositions. Mais en tous les cas, en voilà déjà une qui vient d'être formulée, donc n'hésitez pas à la noter. Première proposition, donc que le 9 mai soit l'occasion d'une fête des voisins européens, finalement. Il faudrait proposer ça à notre ami Athanas Périfan, qui a créé la fête des voisins dans toute l'Europe, que ce soit l'occasion d'aller voir les voisins d'un autre pays d'Europe, voilà, hein, quelque part. Voilà. Voilà une proposition très concrète qui pourra figurer dans les 95 propositions à l'issue de ce festival. Merci beaucoup Sébastien Maillard. À vos côtés, donc, on va continuer dans l'ordre. Donc c'est bien, vous avez le micro. Éric Petitgand, donc vous êtes directeur général adjoint du Crédit Mutuel. Alors, vous, ça doit vous parler, l'Europe, un marché qu'il ne faut pas mépriser. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en tant que banquier, ce que représente l'Europe pour vous? Et puis peut-être nous dire un mot, comme je le disais tout à l'heure, pour nous resituer un peu ce qu'est le mutualisme et quel lien peut-on faire entre les valeurs mutuelles et les valeurs de l'Europe? S'il y en a. Oui, bien sûr, il y en a. Alors d'abord, merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. J'ai pas trop l'habitude, je suis plus habitué à parler de sujets un peu plus techniques et bancaires. L'Europe, cette belle idée qui a été fortement... Mettez-vous bien près du micro. Voilà, cette idée qui a été très bien présentée et défendue tout à l'heure, c'est pas mon sujet de prédilection. Cela dit, dans mon métier, dans l'activité que le Crédit Mutuel opère, l'Europe, c'est à la fois une opportunité et une contrainte. Alors c'est une opportunité, vous avez parlé de marché, ça permet effectivement de simplifier. L'euro, je pense, est une formidable simplification et permet de faire des affaires, et permet de simplifier et donc de mieux appréhender les développements économiques. Donc l'idée à la base, vue de notre point de vue, elle est vraiment sensationnelle. Je ne parle pas de l'aspect citoyen, je parle de l'aspect vu de la banque et de la finance. Après, concrètement, il faut reconnaître que ce qu'on fait de cette idée devient un peu plus compliqué, un peu plus difficile à appréhender, parce que dans la finance, comme je pense dans beaucoup de sujets, l'Europe qui pourrait être un projet pour créer, pour développer de la fraternité, pour développer le monde économique, pour développer des idées politiques, pourquoi pas, que sais-je, l'Europe est surtout perçue et active pour contraindre, réglementer, régenter, interdire.
Et je pense que là, il y a un vrai travail à faire. Alors, il y a aussi des idées, il y a aussi des projets qui permettent de faire un certain nombre de choses, mais c'est un peu comme s'ils étaient rendus invisibles, ou en tout cas insuffisamment concrets, et ne restent finalement que, en tout cas dans nos métiers, c'est vraiment flagrant, qu'une accumulation de contraintes, de réglementations, d'interdictions. Et l'organisation européenne telle qu'elle se pratique aujourd'hui nous pose question dans le sens où on assiste à des accumulations, parfois même à des courses à l'interprétation. Je serai encore plus rigoureux dans mon pays pour interpréter de façon drastique une réglementation et montrer que je suis bien disant ou bien pensant. Et donc résultat, on a des contraintes qui s'accumulent, des contraintes qui partent de l'Europe, qui sont interprétées dans certains pays, notamment en France. En plus, je pense, on s'est fait une spécialité d'aller plus loin que ce que propose l'Europe pour montrer qu'on est peut-être un peu plus en avance sur le sujet. Mais résultat, on interprète, on ajoute des contraintes aux contraintes. Et finalement, en bas de chaîne, ceux qui doivent opérer dans le marché qui est créé, qui était à la base fait pour permettre des opportunités, ils voient surtout des contraintes. Ils voient surtout des réglementations contraignantes. Et j'oserais dire aussi des contradictions. C'est-à-dire que, pour prendre des exemples très concrets, on considère que les banques, par exemple, pèsent trop sur l'économie. Bon, c'est admissible, pourquoi pas. Donc on favorise l'émergence d'un certain nombre d'acteurs, les fintech, etc., pour contraindre les banques à baisser leurs prix, en oubliant que, par exemple, en France, les banques sont les moins chères de toutes les banques européennes. Ce faisant, on ouvre en fait la porte à des concurrents qui sont bien plus dangereux que les banques, puisqu'on ouvre grand la porte aux GAFA, aux Google, Amazon, Facebook. Je suis étonné par exemple que la proposition de Facebook de créer une monnaie totalement indépendante de toute économie, de tout système politique ou autre, eh bien finalement c'est accueilli comme quelque chose où ça simplifiera peut-être la vie. Et donc en essayant de contraindre des économies qui fonctionnent, des entités économiques qui fonctionnent, on ouvre tout grand la porte à des conglomérats, à des entités qui, elles, vont probablement être beaucoup plus liberticides et n'apporteront probablement pas ce que l'on cherchait au départ. Donc voilà, nous vivons l'Europe comme quelque chose d'un peu contraignant. Et pour faire un tout petit parallèle avec le Crédit Mutuel, nous sommes une banque coopérative, c'est pas très connu dans son fonctionnement, et en fait ça ressemble... Mais j'ai envie de dire, c'est une application positive du mécanisme européen, dans le sens où un système coopératif comme l'Europe, ça repose sur des mécanismes d'adhésion. À la base, on a des caisses locales dans 4000 villes et villages, dont certaines ont fusionné, on en a un peu plus de 2000 aujourd'hui, et elles adhèrent à des fédérations, donc ça pourrait être l'équivalent des nations, et puis les fédérations adhèrent à une confédération qui pourrait être en quelque sorte l'Europe. Notre échelon européen, au Crédit Mutuel, ce qui serait l'équivalent, notre confédération, c'est environ 200 personnes sur 70 000 salariés. Donc on a vraiment mis et appliqué le principe de subsidiarité dans notre organisation. En fait, on s'aperçoit que ce dont on a vraiment besoin, ce en quoi les gens se reconnaissent, un peu comme dans les mécanismes européens, ils se reconnaissent dans leur caisse locale. Je suis à la caisse de Lunéville et je suis client du Crédit Mutuel. Les échelons intermédiaires, les fédérations, qui serait l'équivalent des nations, finalement ça compte très peu. Ici, par exemple, on est sur le territoire du Crédit Mutuel Centre-Est Europe. Je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent cette dénomination Crédit Mutuel Centre-Est Europe. On connaît la caisse locale de son village, de son quartier, et on connaît le Crédit Mutuel. Je pense qu'il y a matière, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accumulation de strates, de contraintes, etc., il y a matière à réfléchir. 3 niveaux, c'est beaucoup. 2, c'est efficace. Et en fait, il y a l'aspect qui nous rassemble, le dénominateur commun le plus large possible, c'est pour moi l'Europe. Et puis il y a l'aspect très local, c'est sa commune, sa ville, sa communauté de communes. Entre les deux, je vais prendre un exemple pour finir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour que l'Europe crée de l'adhésion, c'est surprenant qu'elle n'en crée pas plus. L'Europe n'a jamais fait la guerre à personne. La France a fait la guerre déjà à plein de pays européens et à plein de pays dans le monde. Et puis on peut dire la même chose de l'Allemagne, on peut dire la même chose de l'Angleterre, de tout un tas d'autres pays. Il me semble que cette notion justement qui nous rassemble de manière beaucoup plus large est un formidable vecteur d'adhésion, de fraternité. On l'utilise peu, on le valorise peu et on entend peu l'Europe sur la scène européenne. Et les seuls sujets où parfois on donne l'impression de regretter que l'Europe soit absente, c'est justement sur les questions de sécurité, de combat, de conflit.
Et moi, ça me surprend beaucoup parce que justement, c'est, je pense, l'antithèse de ce qu'il faudrait faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci Éric Petitgan. Alors, Dominique Potier, vous allez peut-être compléter la réponse à cette question. Comment rendre l'Europe plus citoyenne et plus fraternelle? J'imagine que c'est une question que vous portez depuis longtemps. Merci Laurent et bonsoir à tous. Moi, je vais angler ma réponse sur la question de l'entreprise. Est-ce qu'on s'arrête d'être citoyen lorsqu'on est dans une entreprise? Et est-ce que l'entreprise européenne, deuxième question, elle est une entreprise comme les autres? À ces deux réponses, on va répondre non, évidemment. Et j'ai recherché, parce que vous avez stimulé ma curiosité, j'avais besoin de vérifier la date. C'est en Angleterre qu'est né le mouvement coopératif dans son acception moderne. C'est en 1844. Ce sont des personnes qui sont prolétaires, qui sont en danger économiquement par les phénomènes de modernisation de l'économie et qui créent une entreprise économique qu'ils vont baptiser les équitables pionniers. On est à Rochdale, dans le nord de l'Angleterre, et ils vont fonder tous les principes de la coopération et de l'entreprise coopérative moderne. La porte ouverte, tout le monde peut être accepté, il n'y a pas d'exclusivité. Le principe de un homme, une voix, et le principe du capital social constitué par l'apport des sociétaires, qui sont donc à un pouvoir égal quel que soit leur rapport. Encore aujourd'hui, je suis amené à l'Assemblée à défendre cette économie sociale, à la moderniser, à en défendre les acquis, mais ce mouvement qui représente aujourd'hui 10% de l'économie française, je pense quelque chose d'à peu près équivalent, j'imagine, avec le poids de l'Allemagne à l'échelle européenne, est amené, suivant certains militants, à représenter demain 20-30% de l'économie. Imaginez une Europe où, sur une aventure qui est née et qui est inédite dans ses principes fondateurs, profondément humanistes, remettant le travail au centre de la décision, l'organisation collective, des principes moraux, des principes éthiques. Cette idée qui est née au milieu du 19e siècle pourrait devenir au 21e siècle un des moteurs principaux de l'économie européenne. Il n'y a pas d'autre région au monde où on aura ce même mouvement. Mais au-delà du mouvement coopératif, qui est donc une part importante de notre économie, je suis témoin de quelque chose d'assez extraordinaire qui est né dans les années 2010 et qui, à mon sens, annonce une réforme de l'ensemble des entreprises européennes. Parce que il y a des idées comme ça dont le temps est venu, comme dit Victor Hugo, et qui vont demain s'imposer au monde. Une des traces les plus importantes, elle remonte à une dizaine d'années, des ONG, dont le CCFD, que beaucoup connaissent ici, et d'autres ONG, commencent à penser les rapports de l'entreprise dans la mondialisation. Et ils observent que les relations des maisons mères, les donneurs d'ordre, ceux qui ont le pouvoir économique, respectent les conventions fiscales, sociales, globalement de leur pays où ils travaillent, mais dans leur rapport avec leurs sous-traitants et leurs filiales, il y a des pratiques qui sont parfois inhumaines, dégradantes pour le travail, qui mettent en insécurité les travailleurs, qui dérogent aux principes fondamentaux comme l'interdiction du travail des enfants, et qui, dans leur manière de produire, peuvent provoquer des pollutions importantes sur l'air, sur l'eau, sur la terre, etc. Et en observant ce mécanisme, ils se disent que finalement il y a un voile juridique un peu hypocrite qui sépare ces entreprises du bout du monde, au Bangladesh par exemple, et puis le donneur d'ordre qui est à New York, à Shanghai ou à Berlin ou à Paris. Et ils inventent un principe qui est de créer un lien de responsabilité entre celui qui a le pouvoir économique et le bout du monde où sont produits nos t-shirts, nos téléphones mobiles, parfois nos plats surgelés, etc. Et cette idée, qui va prospérer à la Cato de Paris, notamment au Collège des Bernardins, pendant une dizaine d'années, des intellectuels, des entrepreneurs, des ONG, des syndicalistes vont coopérer intellectuellement pour réfléchir à ce que pourrait être l'entreprise au XXIe siècle. Et cette idée, par exemple, du devoir de vigilance, va devenir une proposition de loi, un long combat, 5 ans de bagarre au Parlement français, où des parlementaires s'allient à la société civile, des académiques, des intellectuels, des syndicalistes, des ONG, des entrepreneurs, et finissent, in fine, au bout d'un combat assez puissant, à obtenir le vote de cette loi in extremis à la fin de la dernière mandature. Cette loi, elle a été votée il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Elle est effective en France depuis 3 mois.
Et depuis 3 jours, une première mise en demeure a été faite contre un géant, une multinationale, sur une mise en cause de ses pratiques sur les droits humains et sur l'environnement. Donc elle est inaugurée par un premier procès, parce qu'une loi, vous le savez, elle existe sur le papier, mais elle existe dans les faits lorsque un juge est saisi pour délibérer au nom de cette loi. Donc on est dans ce moment un peu historique que je voulais partager avec vous, un moment où cette idée française de repenser le capitalisme, l'entreprise dans sa globalité, dans sa pleine responsabilité de ses actes jusqu'au bout du monde, est en train de faire florès. Dans des cercles intellectuels, il y a beaucoup d'universitaires, de doctorants qui sont en train d'écrire sur cette innovation législative. Et puis, il y a des parlementaires, des syndicalistes qui se mobilisent pour qu'elle existe dans leur pays. Et également Caritas, je vois Philippe, alors je pense au Secours catholique, mais Caritas, ailleurs, etc., se mobilisent là-dessus. J'ai eu la chance, comme rapporteur de cette loi, d'être accueilli pour la 2e fois à Berlin. La première fois, c'était des ONG qui voulaient me faire rencontrer des députés. La fois d'après, c'était il y a quelques mois, c'était le gouvernement. Accrochez-vous, c'était un ministre CSU. Et il faisait un petit peu une compétition avec le ministre du Travail, il était à la coopération internationale, et il voulait être le premier à porter ça par rapport au ministre SPD qui s'occupe du travail. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une aimable compétition du bien entre celui, c'est moi qui ai eu la première idée, etc. Ils sont en train de prendre le modèle français, ça va prendre une paire d'années vu le rapport politique en Allemagne, mais ils sont engagés dans ce mouvement et ce mouvement ne s'arrêtera pas. Je dois aller à Madrid dans quelques semaines et se dessine un axe Berlin, Paris, Madrid. Si cet axe-là finissait par triompher, nous sommes à la veille d'une directive européenne. D'autant plus que la Slovénie, où je me suis rendu récemment, le Luxembourg, tout près de chez nous, à 1h30 d'ici, le Luxembourg, capitale du capitalisme financier, par une majorité social-démocrate, libéraux, centristes et écologistes, est en train d'envisager ce devoir de vigilance. Alors qu'ils me le disent, on le fera mais avec une dérogation pour les banques. Et comme c'est la seule économie du pays, j'ai un petit peu souri, mais l'intention était intéressante. L'intention était intéressante. Vous voyez que des petits, la Finlande, je ne vais pas faire toute la liste, mais une dizaine de pays en Europe sont en train d'envisager ça. Les majorités parlementaires, c'est ce que j'ai répondu à des journalistes récemment, sont favorables pour que demain, non seulement le Parlement, mais peut-être la Commission s'en saisisse. Dès que l'Europe aura adopté cette loi, elle pèsera sur 2/3 du commerce international de l'Europe, et elle sera, qui est aujourd'hui le premier acteur économique, un des premiers acteurs économiques dans la mondialisation. Et elle pourra contribuer à changer la donne, à instruire non seulement, au-delà d'une directive européenne, un plaidoyer de l'Europe dans un traité onusien qui poserait des limites au capitalisme d'État chinois comme aux formes à la fois autoritaires et néolibérales que nous voyons se développer tantôt aux États-Unis actuellement, peut-être demain, nous le craignons, au Canada et certainement au Brésil. Donc nous aurions une Europe qui, par cette intuition qui vient de loin, j'ai cité exprès ce principe de réforme en profondeur de l'entreprise né à Rochdale au XIXe siècle en Angleterre, cette idée en se propageant, en prenant des formes nouvelles, continue à prospérer aujourd'hui. Et je vais terminer en disant que nous avons récemment lancé un débat. Alors il y avait l'université catholique de Paris, les Bernardins, et on a créé avec Jérôme, avec d'autres, un cercle qui, tu l'as cité, vous l'avez cité Laurent, qui s'appelle Esprit Civique, qui réunit des personnalités politiques, des personnalités de la société civile, qui ensemble cultivent cet esprit, cette tradition humanisme qui nous vient du courant social-chrétien, notamment d'hommes comme Jacques Delors, etc. Et ce petit think tank a eu l'idée de prendre la pensée des Bernardins et de la projeter dans une loi. Et moi, je fais partie d'une formation politique, le Parti Socialiste, qui était en quête d'idées. Ça se voit qu'il est en quête d'idées, vous le savez, que le socialiste cherche des idées. Et donc, ils ont accueilli avec beaucoup de joie cette proposition, qui vient quand même directement des Bernardins, par l'intermédiaire d'Esprit Civique. Et nous avons écrit, avec des gens de la CFDT, avec des entrepreneurs sociaux, une loi qui aujourd'hui impressionne parce qu'elle a quelques idées très simples, qui ont fait débat avec nos collègues de En Marche, qui ont peut-être un peu influencé la loi Pacte récemment, et qui surtout prospère dans le syndicalisme européen, prospère dans les ONG, et qui, j'en suis persuadé, sera la matrice d'un modèle européen de l'entreprise. Alors ça prendra 1 an, 2 ans, 5 ans, mais je crois que c'est une réforme en profondeur pour que la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, et pour qu'être européen lorsque l'on entreprend, ça soit fondé sur des valeurs éthiques qui ne soient pas uniquement la loi du plus fort. Je vais donner quelques têtes de chapitre, s'il y a des questions on pourra déployer, mais
cette proposition de loi, qui en partie a pris corps dans la loi Pacte, elle vise à réformer le Code civil. Le Code civil, il dit que l'entreprise, c'est fait pour faire du profit. Et maintenant, désormais, nous avons c'est fait pour faire du profit en tenant compte des conséquences sociales, économiques et environnementales de ces actes. Une entreprise, c'est les 3/4 du temps, à part les 10% d'économie sociale et des formes aménagées de coopération, c'est quand même la suprématie des actionnaires. Surtout dans les grandes entreprises, celles qui dominent le monde économique. Il y a une suprématie actionnariale qui, depuis 3 décennies, s'est amplifiée dans le partage des valeurs, dans le poids des décisions, dans le court-termisme qui en découle. Et nous avons plaidé pour que nous nous inspirions du modèle allemand, du modèle de 8 pays qui, dans l'Europe notamment du Nord, ont installé une codétermination, c'est-à-dire mettre les salariés au centre de la détermination de l'entreprise, jusqu'à 50% en Allemagne. Et quand il y a une crise à traverser, une épreuve, cherchent ensemble des compromis autour du salaire, du partage de la valeur, des mutations professionnelles, pour éviter une délocalisation et pour renforcer leur pouvoir de production et de partage des valeurs. Ce modèle de la codétermination est notre deuxième acte. Je vais simplement évoquer une transparence fiscale, une honnêteté, on va dire, en parler simplement, on va dire une honnêteté fiscale. Donc le refus de toute pratique dilatoire comme les paradis fiscaux et l'optimisation fiscale. Donc une honnêteté fiscale, une transparence fiscale. Le quatrième volet, c'est l'écart des salaires. Je pense que c'est un débat extrêmement important dans notre société que de reparler d'une échelle des salaires. Est-ce que vous avez remarqué que depuis une paire de décennies, ce n'est plus un sujet? Or, j'étais frappé à être à l'Assemblée Générale Jean-Marie Chéret, je ne sais pas s'il est encore là. J'étais à l'Assemblée Générale de la plus grande organisation samedi d'accueil de personnes en situation de handicap. Ils n'arrivent plus à recruter. Mon épouse travaille dans l'aide à domicile en milieu rural, ils n'arrivent plus à recruter. Pour des tas de raisons civilisationnelles qu'il faudrait explorer, pourquoi le soin n'attire plus aujourd'hui. Mais il y a aussi des questions de salaire. Et il faut qu'on s'interroge au moment où dérapent dans le monde de la santé les pratiques comment on appelle ça, Martine, les mauvaises pratiques. Pardon? Non, des salaires demandés en plus du tarif. Les dépassements, au moment où se pratiquent des dépassements d'honoraires qui peuvent être discriminants, nous n'arrivons plus à payer des aides-soignants et des personnes qui portent soin à des situations, des personnes vieillissantes, malades, ou machin. Il faut qu'on s'interroge sur l'échelle des salaires. Et pour l'entreprise privée, là je parlais du secteur public, et pour l'entreprise privée, nous avons osé affirmer qu'un rapport de 1 à 20 ou un rapport de 1 à 12, c'est un rapport plus décent, reconnaissant de notre gratitude mutuelle à ce que même le meilleur des leaders, héritier d'un savoir collectif, a bénéficié de la puissance d'une république et d'un État et ne peut exercer son talent que parce que d'autres autour de lui l'accompagnent dans ses tâches quotidiennes. Personne ne peut gagner en un mois plus que l'autre en 12. Cette nouvelle hiérarchie des valeurs nous paraît être une des réponses morales à ce que pourrait être une nouvelle entreprise. Et puis, dernier point, nous avons imaginé qu'au-delà de sa gouvernance interne, cette entreprise du XXIe siècle, cette nouvelle entreprise européenne, pourrait, au-delà du respect de la loi, faire le bien autour d'elle. Elle peut le faire pour l'environnement, elle peut le faire dans la reconnaissance des salariés, dans leur épanouissement, et que cette reconnaissance de sa responsabilité sociale et environnementale pourrait être reconnue, non pas par un reporting privé, ce qui se pratique aujourd'hui, et qui n'est pas très clair, et qui est plutôt de la propagande, et qui n'est pas très efficace, mais par un label public qui reconnaîtrait un langage commun dans la société entre les consommateurs, les collaborateurs, les épargnants et le monde économique, et qui donnerait à la société la capacité à soutenir plutôt des entreprises vertes que rouges, et qui accompagnerait les entreprises en situation orange, c'est-à-dire en progrès, à aller vers le vert. Et nous pensons qu'en donnant le pouvoir aux citoyens d'épargner, de consommer et de collaborer dans ces entreprises plus vertueuses, elles accompagneraient un mouvement, elles manifesteraient la grande capacité des entreprises à faire le bien et à trouver des solutions aux défis du monde tels que nous les avons aujourd'hui. Voici quelques exemples des paramètres, des caractéristiques de ce que pourrait être demain une nouvelle entreprise européenne. Elle sera différente du capitalisme d'État asiatique. Elle pourrait contribuer même à le réformer par un effet de diffusion. Elle pourrait contrer dans les négociations outre-Atlantique le modèle américain tel que je l'ai décrit dans ses dérives. Elle nous permettrait d'être armés dans les négociations commerciales pour faire valoir les valeurs que nous appliquons à nous-mêmes et que nous entendons porter jusqu'au bout du monde. Merci beaucoup Dominique. Alors, je ne sais pas s'il y a des bénévoles là, qui sont de Michel, il y a des bénévoles qui pourraient ramasser les papiers, les questions, les réactions, voilà.
Avant de laisser là, alors je vais vous reposer une question là, mais j'aimerais que les responsables d'associations qui sont là puissent peut-être avoir un micro aussi. Je ne sais pas s'il y a moyen de mettre un micro, de faire circuler un micro dans la salle, parce que malheureusement il n'y aura pas la place pour accueillir tout le monde ici. Donc si on peut aussi avoir un micro pour les responsables d'associations. Des chaises? Bon alors, je vais demander aux responsables d'associations de venir nous rejoindre. Alors, Jean-Philippe Legault, membre du bureau d'Emmaüs Europe, s'il est là. Lisa Robillard, présidente des Jeunes Européens de Lorraine. Sébastien Martinet, Fédération médico-sociale, des Vosges et d'ailleurs, je crois, d'après ce qu'il m'a expliqué. Et enfin, Philippe Guerquin, du Secours catholique. Et avant de leur céder la parole, je voudrais revenir avec vous. C'est bien parce que vous avez cité beaucoup d'exemples concrets, tous les quatre. Mais j'aimerais vraiment centrer cette fois-ci sur la question d'une Europe citoyenne et fraternelle. Peut-être, j'ai presque envie d'insister sur fraternelle. Qu'est-ce qui, concrètement, vraiment, là on peut être dans les propositions justement, qu'est-ce qui, selon vous, concrètement, pourrait aider de manière prospective, dans les mois, les années qui viennent, les décennies peut-être, à rendre l'Europe plus fraternelle et donc finalement plus concrète pour ceux et celles qui... Tout à l'heure, vous avez insisté, Sébastien Maillard, pour dire que c'était l'affaire de tous les citoyens. Mais une fois qu'on a dit ça, on a... oui, alors, prenez des chaises si vous voulez. Il doit y en avoir derrière, là. Jean-Michel, voilà. Michel va vous aider à vous installer. Voilà, très bien. Une fois qu'on a dit ça, on a dit qu'une intention. Mais concrètement, comment des citoyens peuvent faire avancer l'Europe pour qu'elle soit plus citoyenne et plus fraternelle? Sébastien. Je vais donner un exemple concret. Ouais. Mais, oui, alors le 9 mai, il y a bien sûr, un autre exemple concret qui a été lancé par la Commission européenne très peu de temps, il y a moins d'un an, c'est de donner à tous les jeunes européens de 18 ans, le jour de leur anniversaire, ils reçoivent une enveloppe chez eux avec un bon pour voyager en Europe pendant au moins 4 mois à plusieurs pour apprendre à connaître l'Europe. C'est une sorte de rail pass pour les jeunes de 18 ans, pour que le jour de leurs 18 ans, ils reçoivent de l'Union européenne on va dire une sorte de bon d'achat pour voyager en train, donc c'est quand même la manière la plus écologique de voyager actuellement, et apprendre à avoir un projet à proposer avec quelques copains pour voyager à travers l'Europe, et là, quelles que soient, je dirais, les conditions sociales. Y compris d'ailleurs, ça concerne aussi l'outre-mer, je précise. Donc là, on a un exemple concret de fraternité qui peut se créer. Je voudrais aussi rebondir sur ce qui a été dit avant, parce qu'on avait d'un côté peut-être Jérôme Vignon qui a insisté sur l'Europe mère, et mon voisin de droite qui a annoncé plutôt l'Europe père fouettard. Donc on avait un peu la mère et le père. Mais il y a une chose par contre qui dans la question du sentiment d'appartenance à l'Europe, où je pense que c'est important de ne pas se contredire. J'ai beaucoup aimé que Jérôme Vignon insiste sur les nations. Très souvent, et là je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il y a à l'échelon local, municipal et ensuite l'échelon européen et qu'il faudrait peut-être négliger ce qu'il y a entre. Je pense que l'Europe n'est rien sans ses nations. Et inversement, la France ne sait pas grand-chose sans l'Europe. Mais il ne s'agit pas de se sentir européen au détriment d'être français ou l'un ou l'autre. C'est pas un choix. Il n'y a pas à choisir entre les deux. J'aime beaucoup cette phrase de Václav Havel qui dit « Je suis tchèque, donc européen ». On n'est pas européen ex nihilo. Et moi, je ne suis pas européen si je n'étais pas français. On n'a pas la nationalité européenne si on n'a pas une nationalité d'un des 28. Donc je pense que l'extrême droite aime beaucoup opposer les deux et dire que voilà, on est nationaliste et du coup l'Europe veut détruire nos nations. Je pense que c'est un fantasme dangereux. Et je pense que l'appartenance à l'Europe ne contredit pas l'amour de son pays. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux bien sûr ensemble. Et je pense que dans le narratif de l'Europe, y compris d'ailleurs chez les plus fédéralistes, c'est important de ne pas opposer le sentiment européen au sentiment national. Alors, Jérôme Vignon et puis Dominique Potier ensuite. Oui, mais ce qui m'a le plus frappé au cours des dernières années, si on regarde l'Europe comme une famille de nations, c'est le déficit de solidarité vis-à-vis des pays qui ont les plus grandes difficultés face à la crise. Et l'exemple emblématique, c'est la Grèce, dans laquelle on a vu qu'on était seulement capable de lui infliger des remèdes de cheval pour le prix de son maintien dans l'euro, un prix d'ailleurs
auquel tout le monde est attaché, puisque même ceux qui sont bien portants dans l'euro n'ont pas du tout intérêt à ce que la Grèce s'effondre. Bien là, il nous manque un outil de solidarité entre les nations, vis-à-vis en particulier des plus faibles d'entre elles dans la zone euro, et qui serait l'équivalent de ce qu'est la Banque mondiale à l'échelle mondiale. Nous avons un Fonds monétaire européen, nous avons une Banque centrale européenne qui font le travail du FMI, c'est-à-dire le travail du père Fouettard précisément, mais nous n'avons pas une banque qui viendrait aider dans la moyenne période et assister des pays qui se donnent des programmes structurels qui peuvent les mettre en difficulté et qui peuvent ne pas réussir tout de suite. La Banque européenne d'investissement, elle finance des projets, mais elle ne vient pas dire à un pays qui est en de graves difficultés pendant plusieurs années, nous allons vous soutenir, nous allons appuyer vos programmes, nous allons vous aider à réussir sans que vous soyez obligés de démontrer pièce par pièce, pied par point, ce que les différents projets que vous allez soutenir. Il nous manque cet instrument financier de solidarité pour réaliser la convergence sociale dans l'euro. Dominique Potier, vous souhaitiez réagir? Oui, 30 secondes avec, vous voulez du concret. Moi, à la fin du débat, je vais rentrer à la maison, ça fait longtemps que je n'y ai pas été, je vais rentrer à l'Essarimi, 124 foyers. Il y a 4 familles dont les enfants ont voyagé en Europe et en dehors de l'Europe. Pour tous les autres, dans ce village qui est particulièrement populaire, elles n'ont pas quitté les frontières du pays. Donc mon rêve de fraternité pour l'Europe, il est un rêve d'égalité, d'accès à la mobilité. Il y en a pour qui aller à Berlin ou à Barcelone, c'est un jeu d'enfant. Et il y a des gamins dans mon village pour qui aller à Nancy est une épreuve. Et c'est cette inégalité de la mobilité culturelle et pratique, l'apprentissage du voyage et du dépaysement et de la rencontre, qui me paraît être un enjeu capital, mais vraiment capital. Parce que autrement, ces deux jeunesses-là ne se rencontreront jamais, même dans le village. Merci. Alors avant de donner place aux propositions que vous avez faites, je vais profiter que nous ayons nos responsables associatifs qui sont là. À mes côtés, il y a Philippe Guerquin, je ne me trompe pas. C'est bien vous, voilà, je ne vous ai pas mélangé. Du Secours catholique, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette question? Vous, par votre engagement, votre association, Caritas, comment rendre l'Europe plus citoyenne et plus fraternelle? Et chacun d'entre nous, par rapport à l'Europe. C'est évidemment la question d'une Europe citoyenne et fraternelle qui m'intéresse. Et j'ai été également intéressé par le concept développé par Jérôme Vignon d'une Europe mère. Il a fait référence au passé de l'Europe en disant qu'il s'agissait d'une Europe cosmopolite, d'une Europe où la liberté de circulation des hommes était une évidence. Et aujourd'hui, on voit une Europe qui a du mal à se sentir fraternelle, mais surtout une Europe composée d'États qui refusent de se poser la question qui est devant nous et qui est essentielle, qui est la question migratoire. On voit aujourd'hui que l'Europe passe des accords avec des États liberticides, je pense à la Turquie ou à la Libye, qui permettent de bloquer des migrants dans les pays de transit. On voit que le Parlement européen propose une réforme du règlement Dublin pouvant permettre à des personnes de choisir le pays d'accueil dans lequel ils veulent vivre, mais là encore, les États bloquent cette initiative de proposition du Parlement européen. Et tous les jours, on assiste à des reconduites de migrants dans des pays où ils ne veulent pas aller. Enfin, Mathieu Klein parlait tout à l'heure des réfugiés climatiques. Il a juste fait une erreur sémantique, puisque la notion de réfugié climatique n'existe aujourd'hui pas en droit. Les réfugiés sont des personnes bénéficiant d'une protection internationale au titre de la Convention de Genève de 1951. Et évidemment, à l'époque, on ne se posait pas la question climatique. Or, c'est une question majeure qui est devant nous. Et comment faire en sorte pour que les États puissent s'entendre pour que l'Europe soit plus accueillante? Alors justement, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de questions, enfin il y a un certain nombre de questions autour des migrants, on pourra y revenir juste après. Sébastien Martinet,
de la Fédération médico-sociale. D'abord, est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vous avez entendu? Et puis je vous pose la même question. Une Europe plus citoyenne et plus fraternelle, qu'est-ce que vous en dites? Alors, envie de réagir, oui, parce qu'il y a plein de sujets qui sont mon quotidien à moi. Moi, j'ai le plaisir de diriger une entreprise sociale, faisant partie du mouvement des entrepreneurs sociaux et travaillant aussi autour de la notion, notamment de la loi Pacte. Voilà. L'économie sociale et solidaire, c'est... Voilà. J'ai le plaisir d'être à la tête d'une vieille dame qui est née en 1921, alors qu'il y a des racines, et puis qui accompagne sur le Grand Est 11 000 personnes avec 515 professionnels, et puis un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais on est quand même une entreprise, et puis on maintient de l'emploi, notamment en milieu rural. À la FMS, quand on s'est posé la question de l'Europe, dans le secteur social et médico-social, l'Europe, souvent vous entendez dire c'est le Fonds social européen, puis le Fonds social européen, c'est compliqué parce qu'il faut une grosse trésorerie, et puis chez nous, le Fonds social européen, ça nous a permis de protéger et puis de maintenir une trentaine d'emplois, parce qu'à un moment, le département nous a dit j'ai plus les moyens, donc il faut trouver. Alors on s'est tourné vers l'Europe. Et puis l'Europe, c'est aussi à la FMS. Je suis administrateur d'une ONG qui s'appelle Association de recherche, de formation et d'initiative européenne. Et une ONG européenne avec 18 pays. Et nous, on s'est dit, mais l'Europe, c'est aussi pour les personnes avec handicap. Et donc, on monte des séminaires, on participe on répond à des appels à projets de l'Europe. Et ce sont nos personnes handicapées qui vont dans ces appels à projets, qui font des séminaires. Souvent, il y en a qui ne maîtrisent pas la langue, il y en a qui ne parlent pas. Et moi, j'ai passé des soirées avec des personnes handicapées françaises qui ont parlé toute une soirée avec des personnes handicapées roumaines. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils ont passé un vrai moment fraternel. Et quand on monte un programme européen comme ça, nos professionnels les accompagnent. Et on aime à dire à la FMS qu'on accompagne des personnes, pas des personnes handicapées. D'abord, ce sont des personnes, ensuite elles ont un handicap. Alors quand on est dans des programmes européens, les professionnels accompagnent les personnes handicapées, et à la fin on fait un séminaire de restitution, on prend une ou deux résolutions partagées par les différents partenaires et on va les présenter à un député européen. Et on s'est dit, mais finalement l'Europe c'est une belle chose, c'est pas du tout quelque chose qui nous bloque. Alors oui, on pourrait. Moi je suis en train actuellement d'implanter le règlement général de la protection des données. Ça parle peut-être pas à grand monde. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose de magnifique, parce que enfin, on arrête de faire et de refaire la vie des personnes qui sont en difficulté sociale autour de la machine à café et puis de stigmatiser. On va enfin mettre des règles, mais alors pour le déployer, c'est compliqué. Et d'autant plus que nos élus en France ne nous donnent pas les moyens financiers de le faire. C'est pas grave, il faut le faire et on le fait. Donc on prend les choses positives. Juste une question aux personnes qui sont intervenues, c'est que nous, ce qu'on trouve un petit peu dommage, c'est qu'il faudrait que les banques nous suivent, nous, entreprises sociales avec différents statuts. Moi, mon statut, c'est une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique, mais les statuts ne sont pas vertueux, c'est pas parce que vous êtes dans une association que c'est forcément vertueux. Il existe en France et ailleurs des associations de malfaiteurs. Mais sur les banques, il faudrait qu'elles nous suivent pour qu'on aille chercher des crédits européens. Bien sûr qu'il y a un délai, oui, et bien derrière, il faut qu'on ait des cautions. Et puis on dit souvent aussi à nos élus, et là je vais être un peu provocateur pour réveiller un peu, et puis voilà, caricaturer aussi parce que j'aime ça, pourquoi nous ne mettons pas, pourquoi en France nous mettons en Europe des élus qui ont un parcours national un peu compliqué? Est-ce qu'on pourrait avoir des élus européens qui soient vraiment avec une posture européenne et qui viennent nous aider dans nos projets et qu'on ne vienne pas nous dire l'Europe, ça vous empêche de tourner en rond. Alors vous avez compris, moi dans mon entreprise sociale, on est très européen parce qu'on la vit au quotidien. J'étais la semaine dernière à l'Assemblée Générale à Barcelone avec des personnes handicapées. J'ai dans 2 semaines des personnes qui partent à Bologne, enfin voilà, donc ça bouge et c'est plutôt chouette. Donc voilà, l'Europe fraternelle, moi j'ai envie de dire, les personnes de chez nous, on la vit et on la vit bien. Merci beaucoup. Lisa Robillard, en quoi ça consiste? Alors vous êtes donc les jeunes Européens de Lorraine. Qu'est-ce que c'est qu'être un jeune Européen? Et comment vous essayez concrètement de rendre l'Europe plus citoyenne et fraternelle? C'est une question compliquée, qu'est-ce qu'un jeune Européen?
Donc du coup, les Jeunes Européens, c'est une association nationale et européenne. Donc on est présent en France, on a 26 sections locales, et en Europe, 35. Notre but principal, c'est de faire de l'éducation sur l'Europe, de la pédagogie auprès des jeunes et des moins jeunes. Et donc on propose plusieurs actions pour faire ça. Et justement, en fait, je voudrais parler de cet aspect éducatif pour répondre à la question comment rendre l'Europe plus citoyenne et plus fraternelle, parce que je pense que la base pour répondre à cette question, c'est vraiment l'éducation à l'Europe, parce que pour pouvoir critiquer l'Europe, il faut savoir la comprendre. Et c'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. On l'a bien vu encore cette année avec les élections européennes. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas le principe de ces élections, comment ça fonctionne, qui on élit et pourquoi. Et du coup, c'est pour ça qu'aux Jeunes Européens, on fait ce travail auprès des jeunes dans les établissements scolaires, mais aussi hors établissements scolaires, de leur expliquer comment ça fonctionne pour que dès le plus jeune âge, ils aient vraiment cette culture européenne que beaucoup de gens n'ont pas aujourd'hui. Et du coup, ce serait une bonne chose, par exemple, ça peut faire partie des propositions d'ailleurs pour ce festival, qu'au sein des établissements, il y ait un cours d'éducation civique européenne pour expliquer tout simplement aux jeunes qu'est-ce que c'est l'Union européenne, c'est quoi ses symboles, qu'est-ce qu'elle fait pour nous au quotidien, parce qu'elle fait plein de choses, et ça, pareil, les gens ne le savent pas forcément. J'espère qu'il y a quelqu'un qui prend des notes, hein, Michel, parce qu'il y a déjà pas mal sur les... On n'est pas au 95, mais à mon avis, il y a déjà au moins 15 ou 20 propositions là, qui ont été formulées. Pardon de vous avoir interrompu, mais c'est parce que c'est très concret, ça, c'est très intéressant. Continuez. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais voilà... oui, donc une éducation civique européenne, et puis après, au-delà de ça, qu'on puisse aussi parler de l'Europe plus dans les médias, parce que c'est quelque chose qui n'a pas non plus été fait pendant la campagne, et même hors campagne européenne. Jamais on entend parler d'Europe dans les médias, et voilà, je pense que c'est important aussi. Très bien, alors ce que je vous propose maintenant, on peut applaudir Lisa, merci beaucoup Lisa Robillard. Voilà. Alors ce que je vous propose maintenant, parce que j'ai des questions qui sont passionnantes, alors plutôt que de les poser une par une et d'attendre que ceux qui veulent bien répondre le fassent, je vais vous dire un peu, faire un résumé des questions que j'ai sous les yeux. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse un dernier tour de table où vous puissiez à la fois répondre à la question que vous choisirez, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, et en même temps peut-être réagir, voilà, redire quelque chose à partir de tout ce qui vient d'être dit. Alors je vous dis rapidement les questions que j'ai sous les yeux. Elles touchent, il y en a qui touchent à la défense, il y en a qui touchent aux migrants, il y en a qui touchent à la politique étrangère de l'Europe. Donc là on est un peu dans le macro européen, puis il y a des choses plus micro. Alors, pour quelles raisons l'Europe perd-elle son âme et ses valeurs en ne parvenant pas à adopter des mesures permettant un accueil digne des migrants? Donc je pense que Jérôme Vignon, vous aurez sûrement des choses à dire sur la question des migrants, puisque vous avez été aussi responsable d'une... Je ne l'ai pas dit tellement il y avait de... Mais il me semble bien me souvenir que vous avez été responsable d'une mission au moment de Calais, hein, de la jungle de Calais. Voilà. De l'accueil digne des migrants, alors là je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a une proposition de revenir sur l'externalisation des frontières dans des pays de transit bafouant les droits élémentaires de l'humanité, la suppression de Dublin, mais là il va falloir expliquer ce qu'est Dublin, définir une politique d'asile européenne engageant chaque État à respecter les mêmes principes, voilà. La même personne qui dit qu'il faudrait établir un droit au travail dès la demande d'asile, un droit à l'hébergement inconditionnel, un droit à des ressources suffisantes, un droit à l'apprentissage de la langue, etc. Donc tout ce qui tourne autour des migrants. Autre point, un enseignement de l'histoire identique dans tous les pays européens. Alors ça, c'est la première fois que j'entends une proposition comme celle-là. Je ne sais pas si elle est très réaliste, mais ça m'intéresserait. Voilà. Eh bien, l'Institut Jacques Delors va avoir... Sébastien Maillard aura quelque chose à nous dire sur un enseignement de l'histoire identique dans tous les pays européens. Enfin, une autre question. Pourquoi n'est-on toujours pas parvenu à avoir une seule voix en politique étrangère? Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup d'Européens qui se posent la question. Effectivement. Comment ça se fait qu'on n'ait pas un ministre ou une ministre de politique étrangère qui puisse jouer un rôle digne de ce nom?
dans ce domaine. Que chaque pays renonce à sa défense nationale pour une défense européenne et renonciation aussi à l'arme nucléaire. Voilà. Donc faut-il renoncer pour faire avancer l'Europe et qu'elle soit plus fraternelle? Faut-il renoncer à une défense nationale, enfin à des défenses nationales? Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, si aucune des questions vous inspire, ça ne vous empêche pas de dire un mot quand même. Jérôme Vignon, on va attaquer par les migrants. Merci pour ces questions. Et il y a dans la question qui a été posée, il y a deux aspects. Pourquoi l'Europe donne-t-elle le spectacle d'un tel déni de ses propres valeurs? On le voit à travers le Sea-Watch, on le voit de multiples façons. Alors qu'elle est signataire de la Convention de Genève, qu'elle est attachée à l'asile comme à sa propre identité. Bien, je pense que là, il y a deux choses pour répondre, je vais faire vite. La première, c'est que il y a eu un déni de solidarité des partenaires de l'Italie, disons-le clairement. Pendant un certain nombre d'années, les partenaires de l'Italie, notamment la France, au moment de mettre en œuvre les dispositions qui répartissent la responsabilité de l'instruction, puis de l'accueil, puis de l'intégration des demandeurs d'asile, nous avons, nous les partenaires de l'Italie, et je nous inclus la France, appliqué de manière extrêmement restrictive ce règlement, de telle sorte que l'Italie, et dans une moindre mesure la Grèce, se sont trouvés en permanence assumer la plus grande charge, y compris dans la période la plus critique. Et dans un pays, je pense encore une fois à l'Italie, qui se trouvait déjà à ce moment-là en difficulté économique, en difficulté politique, ça a été un prétexte extraordinaire pour la montée d'une personnalité populiste et qui s'apparente à tout ce qu'il y a plus de nationaliste qui en renvoie à la vieille fierté italienne, méprisée, qui se sont méprisés au sein de l'Europe. Donc il y a eu un déni de solidarité et de fraternité, et cela nous revient dans la figure, puisque une fois au pouvoir, Salvini, avec 30%, et maintenant il a encore augmenté de popularité, fait obstacle à tout ce qui pourrait constituer un début de solution à la crise des migrants. Alors, par rapport dans la question, il y avait aussi une série de propositions pour un accueil plus digne et aussi l'intégration des personnes migrantes, réfugiées ou pas, une fois qu'elles sont rentrées dans un territoire européen. Ce second point est vraiment du ressort de l'Europe. Et ce n'est probablement pas le plus difficile. Il faut savoir que nous avons fait beaucoup de progrès depuis 15 ans, depuis que la politique migratoire est une compétence européenne, sur tout ce qui se passe pour les migrants en situation légale ou qui ont reçu une autorisation de protection. Là, on peut faire mieux, et c'est vraiment du ressort de l'Union européenne. Vous faites des bonnes suggestions. Le nœud de l'affaire, et quelqu'un y a fait allusion en évoquant Dublin, c'est vous, je crois, le responsable sur le coup catholique, c'est que les pays qui ont fait preuve d'une solidarité insuffisante, et parmi ces pays, nous, mais je dirais une quinzaine de pays de l'Union européenne, et je ne lui mets pas les pays de l'Est, doivent faire preuve, prendre l'initiative de créer un pool de solidarité qui, a priori, et de manière ordonnée, se répartira la responsabilité de l'accueil, de l'instruction et de l'intégration des demandeurs d'asile. Si ce geste est fait, et ça a un nom dans l'Union européenne, on appelle ça la coopération renforcée, c'est possible de faire à quelques-uns quelque chose qui relève de l'intérêt général de tous. Si un tel geste était fait, qui est typique de l'esprit de solidarité dans lequel le traité est fait, alors ça déclenchera beaucoup d'autres choses, utiles à tous, en particulier une meilleure gestion des frontières, une meilleure organisation de l'immigration légale, et surtout, une politique à long terme du partenariat avec les pays d'émigration, notamment sur la base de ce qu'on appelle le pacte de Marrakech, qui est une magnifique chose dans laquelle l'Union européenne pourrait jouer un rôle pionnier. Merci Jérôme Vignon, merci beaucoup. Sébastien Maillard, vous avez levé les yeux au ciel sur l'enseignement de l'histoire européenne. Bien, je vais répondre comme je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas opposer Europe et champ national tout le temps. Les manuels d'histoire, les cours d'histoire, c'est une compétence nationale. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui fait des programmes. Et je ne pense pas que ce serait très populaire de dire que c'est à Bruxelles qu'on va décider ce qu'on enseigne en Lettonie et en Espagne et que tout soit partout pareil. Je pense que c'est une vue de l'esprit. En revanche, je pense qu'on peut raconter notre histoire avec peut-être de manière plus européenne.
et arrêter de nationaliser a posteriori des choses qui, à l'époque, n'étaient ni, je dirais, françaises, ni européennes. C'est parfois très anachronique. Petite anecdote, lorsque vous allez en Belgique, lorsque vous rentrez dans la chambre des représentants, il y a un grand portrait en pied de Charlemagne, parce que pour les Belges, Charlemagne est né en Belgique. Et paraît-il, il serait né près de Liège. Lorsque vous allez à Aix-la-Chapelle en Allemagne, là aussi Charlemagne est bien sûr à l'honneur, et en France on apprend que Charlemagne a créé l'école, et en Italie on vous dit que c'est le roi des Lombards. Donc effectivement chacun a sa vision de Charlemagne. Et peut-être qu'au lieu de dire que Charlemagne est allemand et français et belge ou italien, à une époque où ça n'a pas de sens, autant effectivement arriver à revoir ce qui est européen dans Charlemagne, ce qui est européen dans Mozart. Mozart certes est autrichien, mais lorsqu'on écoute Mozart, on n'écoute pas de la musique autrichienne. On sait qu'il a été beaucoup inspiré à Rome, qu'il a été composé à Prague, et donc effectivement, il ne faut pas non plus nationaliser ces personnages. On a fêté cette année le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, effectivement, il a œuvré en France, il a œuvré beaucoup bien sûr en Italie d'où il vient. Donc je pense qu'il y a une européanisation possible de notre lecture de l'histoire, mais l'Europe, ce ne doit pas être l'uniformisation, et ça je pense que c'est vraiment toujours important. Il y avait aussi, je pense, une question sur la politique étrangère. Oui, la politique étrangère. Rapidement. Oui. Alors, ce serait peut-être vexant pour la personne qui aujourd'hui occupe le poste de haut représentant aux affaires étrangères. On a depuis Javier Solana et aujourd'hui Mme Mogherini qui s'occupe de porter la voix européenne. Alors, c'est vrai que sur certains dossiers, on ne parle pas tout de même voix. Lorsqu'il y a une crise au Venezuela, c'est le désordre, personne ne réagit de la même façon. Mais lorsqu'il s'agit de voter des sanctions sur la Russie, au jour d'aujourd'hui, on arrive encore, les 28, à voter des sanctions contre la Russie qui annexe la Crimée ou qui fait la guerre à l'est de l'Ukraine. Lorsque Trump relève ses droits de douane sur l'aluminium et l'acier, c'est Jean-Claude Juncker, au nom des 28, qui va à Washington négocier un cessez-le-feu commercial. Donc là, l'Europe, sur ce dossier, arrive, jusqu'à maintenant, mais ça peut changer, à parler d'une seule voix. Donc lorsqu'on a négocié l'accord nucléaire iranien, qui a été dénoncé par Trump, c'était un accord négocié par l'Union européenne. Lorsqu'on négocie la paix entre la Serbie et le Kosovo, c'est l'Union européenne. Lorsque c'est entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, c'était l'Union européenne. Donc sur certains dossiers, on y arrive, et sur d'autres, on n'y arrive pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Éric Petitgand, après avoir écouté les associations, les experts, etc., est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur l'Europe citoyenne et fraternelle? Oui, enfin sous forme de question presque. Ouais. Je me demande ce que c'est que l'Europe citoyenne, si c'est l'Europe des citoyens. Donc la vraie question qui me semble se poser, c'est si on veut une Europe plus citoyenne et fraternelle, il faut que l'Europe s'occupe d'abord de ses citoyens. Et donc la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est que fait l'Europe pour ses citoyens? Et je reste quand même sur l'idée, même si mon voisin n'est pas tout à fait d'accord, que pour beaucoup de citoyens, l'Europe est perçue comme soit inefficace, les questions qui ont été posées sur les migrants, sur la politique étrangère, etc. le montrent, soit contraignante. Et l'Europe n'a pas trouvé sa place suffisamment. Il y a des idées qui ont été proposées là par la jeune personne que je ne connais pas, mais qui est pleine de bonnes idées. Mais Lisa Robillard. Voilà, donc Isabelle, l'Europe n'a pas su, ou en tout cas les gens qui défendent et qui font la promotion de l'Europe n'ont pas su mettre en avant de façon suffisamment concrète, même s'il y a eu des pistes qui ont été évoquées aujourd'hui, ce que l'Europe peut faire pour améliorer le sort des gens, que ce soit ici ou ailleurs. Mais donc voilà, je pense que c'est là qu'il faut travailler. C'est concrètement peut-être arrêter de penser à la place des autres et de contraindre et d'interdire, et peut-être de laisser la place à l'émergence de projets, à favoriser la possibilité d'agir, de faire et de développer. Et c'est, me semble-t-il, pas assez visible et concret aujourd'hui. Merci beaucoup. Dominique Potier, est-ce que vous pouvez en même temps en profiter pour dire un mot sur la défense européenne éventuellement? Non, je suis sur ces sujets, je me range assez aux avis qui ont été rendus précédemment par l'Institut Jacques Delors, par Jérôme, par Sébastien. Sur la question de la défense et sur le rapport entre les nations et l'Europe, je suis plutôt quelqu'un qui écoute et qui cherche quelles étapes on pourrait faire, plutôt que quelqu'un qui affirme de façon péremptoire ce qu'il conviendrait de faire. Je suis... vous imaginez quand même que les questions qui ont été posées par les uns les autres, de dire une seule défense et une seule politique étrangère, je pense qu'il faut une défense européenne. Je pense qu'il faut une politique étrangère européenne. Pour autant, est-ce qu'on peut imaginer à court terme
qu'il y ait abandon de souveraineté de ce que sont l'histoire de nos États-nations, je pense que ça serait un leurre et que ce n'est pas l'étape souhaitable à court terme. C'est plutôt l'addition de ces forces et leur coopération qui me paraît être l'étape souhaitable. Mais s'il y a un domaine où je n'ai pas l'ombre d'un doute de ce que doit être une politique étrangère de l'Europe commune, c'est bien la question du développement. C'est bien la question de la lutte contre le changement climatique, la lutte pour une alimentation pour 10 milliards d'habitants, la lutte contre l'accaparement des terres, la lutte contre la misère, la lutte pour l'eau, la lutte pour l'éducation des femmes, etc. Et cette question-là de l'Europe portant ses valeurs de façon coordonnée entre ce qui est du ressort de ces grandes entreprises, ce qui est du ressort de son aide publique au développement et de ce qui relève de sa politique de sécurité, serait une véritable innovation. Et à mon sens, c'est l'étape qui est devant nous. On va bientôt avoir un grand débat sur l'aide publique au développement, le discours de la cohérence entre le rôle de nos entreprises et les politiques de sécurité est pour moi extrêmement déterminant. Donc je vais me battre pour ça et je vais me battre pour que l'échelle européenne soit favorisée. Je siège au conseil d'administration de l'Agence française de développement. On a de plus en plus de programmes intégrés, coordonnés, et ça me semble un grand espoir. Peut-être pour terminer, si c'est le mot de la fin, je recherchais, je n'étais pas distrait par mon portable, je cherchais à être précis, simplement, oui, je cherchais à être précis sur une date, mais je ne crois pas me tromper en disant que c'est le 19 septembre 1962, un an, avant la signature du traité d'amitié entre la France et l'Allemagne, le général de Gaulle, aux côtés d'Adenauer, fait une tournée des villes allemandes. Et il prononce à Ludwigsburg, je vous invite à retrouver ce discours, en fait, jeunesse allemande de Gaulle, un discours qui est bouleversant d'acuité, de vision, etc. Et il dit, nous sommes 17 ans après la fin d'un conflit qui a été la nuit de l'Europe, nous connaissons cette histoire dont nous allons célébrer ici même, en septembre, l'histoire du GL42, ces centaines, le plus gros maquis de Lorraine était ici. C'était le GL42, le groupe Lorraine 42, avec des hommes qui, depuis sur les rives de la Moselle jusqu'aux Vosges et aux portes de Nancy, ont sacrifié leur vie pour contribuer à la libération de notre pays. Et nous allons préparer avec les collèges du coin un moment de mémoire qui fera une grande part au récit européen. Donc on est sur ces terres de Lorraine qui ont payé un prix très fort. Et on est donc 17 ans après la fin de ce conflit. Et à Ludwigsburg, de Gaulle prononce un discours qui fait quelques minutes, mais qui peut être une leçon pour le XXIe siècle. Il ne parle pas de la réconciliation franco-allemande. Il dit, jeunes d'Allemagne et de France, vous avez un défi commun. Maîtriser l'extraordinaire progrès technologique. Que ne dirions-nous pas aujourd'hui, à l'heure du transhumanisme, des nanotechnologies, de la révolution numérique, etc. En 1962, de Gaulle évoque la mutation de l'industrie, des moyens de transport, de tout ce qui va devenir les 30 glorieuses, et il dit le défi technologique nous amène à repenser l'homme. Et puis vous avez un autre défi, on meurt de faim en Afrique. Et ça, on est donc sur les marges de la décolonisation, et il fait de la question africaine une question centrale de la réconciliation franco-allemande. Et il conclut son discours en disant, à la fin, toute la question est sociale et morale. Et je crois qu'il y a une véritable leçon. L'Europe est née ailleurs qu'en Europe. C'est ce que nous a appris la revue Esprit sur d'autres rives de la Méditerranée que les nôtres, de l'identité européenne. Pour ceux qui sont identitaires, l'Europe est née ailleurs, puisqu'elle est née sur d'autres rives, vous le savez bien. Et ces sources de l'Europe sont en dehors d'elle-même. Et je crois que l'Europe ne se réalisera que en se dépassant elle-même et en se projetant dans le monde. On a accueilli il y a peu de temps à l'Assemblée nationale Mireille Delmas-Marty qui nous dit « Nous vivons dans un monde interdépendant, définitivement interdépendant. C'est vrai pour les migrations, c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la nourriture, c'est vrai pour 1000 choses désormais. » Et toute la question, c'est comment est-ce que l'Europe, qui a réalisé l'unité dans la diversité, qui a réussi à faire 3 générations de paix, est capable, au nom de ses valeurs, des valeurs qu'elle a l'orgueil de penser universelles, peut se projeter dans le monde et lui raconter un dessin pacifique heureux pour la dignité de la personne et pour des modèles de développement qui soient soutenables. C'est vraiment la question essentielle. Il faut relire ce discours de Ludwigsburg en disant qu'il est un discours pour le XXIe siècle. Comment est-ce que l'Europe, au-delà de sa réconciliation après des guerres fratricides,
est capable de porter un message de paix, de développement, de fraternité dans le monde. C'est vraiment ça qui aujourd'hui doit nous animer. C'est pas de nous regarder les uns les autres, c'est de nous projeter, et notamment sur les autres rives de la Méditerranée, pour une coopération européenne et africaine. Merci beaucoup Dominique Potier. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous nos intervenants. Lisa de l'association Jeunesse Européenne de Lorraine, Lisa Robillard, Sébastien Martinet, Jérôme Vignon dans l'ordre, Sébastien Maillard, Éric Petitgand, Dominique Potier et enfin Philippe Guerquin. Je voudrais vraiment les remercier parce que cette rencontre citoyenne et fraternelle, je crois qu'elle l'était aussi, ouvre vraiment des perspectives sur l'Europe, non pas simplement comme un patrimoine du passé qu'il faudrait défendre, mais comme ouvrant de nombreuses perspectives, de nombreux chantiers. Et je crois que vous allez vraiment avoir vos 95 propositions d'ici la fin de ce festival. Je voudrais qu'on les applaudisse encore très fort. Merci beaucoup. Merci infiniment.